ça. J'aime bien les citations en général et j'aime bien cette citation de Victor Hugo en particulier. Et je pense que ce qu'on voit dans le travail qu'on mène avec différentes marques de ce secteur et d'ailleurs d'autres aussi, c'est qu'il n'y a rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et je pense que l'idée d'une mode engagée sur, je vais y revenir, un impact positif, ça va être ça le sujet que je voulais partager avec vous. Et clairement, ce moment-là est venu en fait, et je pense que le fait que cet événement ait lieu est le signe. Moi, ce qui m'intéresse, donc Utopie, nous on travaille sur les sujets RSE, développement durable, intégrés aux stratégies des boîtes depuis 25 ans, et ce qu'on voit clairement, en tout cas comme changement, c'est deux choses sur la RSE, le développement durable tel qu'on les a historiquement pratiqués, y compris dans le secteur textile. La première chose, c'est que le sujet enthousiasme pas les foules. Je parle pas des foules alternatives dont vous et moi, mais des gens normaux. Et en tout cas, dans les boîtes, ça enthousiasme pas les foules. Pourquoi ? Parce que c'est vu beaucoup comme étant un sujet lié à des contraintes, des normes, des problèmes qui se posent, qui empêchent, en gros, des trucs qui empêchent de faire le boulot normalement, quoi. Beaucoup de normes, de contraintes, de trucs auxquels on comprend, de processus, de procédures, etc., comme si on n'en avait pas assez. Et l'impression, par les gens qui sont pas les responsables RSE ou développement durable, mais en gros tous les autres, et notamment ceux qui s'occupent du business, que ce truc-là, ça les empêche de faire leur boulot, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. C'est un problème pour mes camarades directeurs développement durable, parce que quand ils arrivent et qu'ils viennent voir les gens du commercial, les gens de la stratégie, les gens de l'innovation, les gens des produits, les gens du marketing, on va parler de développement durable, super, il va encore nous demander de changer les ampoules, je sais pas quoi, bon bref. Et le truc qui a rien à voir avec le business, c'est pas faux, ça veut pas dire qu'il faut pas changer les ampoules, hein. Mais en tout cas, c'est très souvent perçu comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs assez lié à ça, c'est que, au fond, ça change pas. Et un des points aussi qui fait que les gens du marketing, notamment, voient souvent ce sujet-là comme étant pas très intéressant, c'est que, historiquement, ce sujet-là, il est très lié au processus de production, etc., au sourcing, mais il change pas les offres de manière visible. Or, ce qui fait que les gens sont fiers de bosser pour telle ou telle boîte, c'est les offres, l'innovation, les nouveaux produits qu'on lance, etc. Et le deuxième, donc, ça change pas vraiment les entreprises, du coup, et du coup, c'est difficile d'embarquer les foules là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est que ça change pas assez le monde. C'est-à-dire que, en gros, si vous regardez, vous prenez, je sais pas, les problèmes planétaires qu'on essaie de résoudre, l'engagement à date des entreprises suffit pas. Alors, vous allez me dire, ça dépend si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Souvent, les boîtes le voient plutôt à moitié plein, et évidemment, les ONG plutôt à moitié vide. Mais par exemple, si vous regardez les consommations de ressources à la surface du globe, c'est vrai que en 30 ans, on a réduit de 30% ce qu'il faut comme ressources pour produire à peu près n'importe quoi. Donc une unité de PIB ou de PNB, il faut 30% de ressources naturelles en moins parce qu'on a réalisé qu'elles n'étaient pas forcément facilement renouvelables, que ça coûtait cher, etc. Donc, et qu'en plus on allait faire des économies si on en consommait moins. Donc sur à peu près tout, si vous pensez téléphone portable, les premiers téléphones portables faisaient plus de 500 grammes, aujourd'hui ils font moins de 100 grammes. Donc il y a littéralement 5 fois moins de matières premières dans un téléphone. Et donc ça vous explique pourquoi sur plein de marchés, les entreprises vous disent mais regardez le boulot colossal qu'on a fait en 30 ans. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que pendant ces mêmes 30 années, en gros les 30 dernières années, pendant qu'à l'unité, on réduisait de 30% les quantités de ressources qu'il fallait pour produire une unité du produit qu'on regarde, dans le même temps, du fait de la croissance économique, l'augmentation de la population mondiale, le fait que tout le monde veut consommer comme nous, etc., notre consommation globale de ressources, elle a augmenté de 50%. D'accord ? Donc, à l'unité, les produits sont moins gourmands, mais comme on en vend beaucoup plus, qu'on en consomme beaucoup plus, et qu'en plus, ça a été dit à l'instant, parfois, on les achète et on les utilise même pas, et qu'en plus, sur la plupart, le téléphone étant un excellent exemple, sur la plupart des marchés, on n'est pas capable de produire un produit neuf avec un produit ancien, en le démontant, etc., en réutilisant le max de ce qu'on pourrait réutiliser comme composants, du coup, il faut des ressources nouvelles, etc. Et donc, on prend de plus en plus de ressources naturelles quand même pour produire des trucs qu'on n'utilise même pas toujours. C'est un autre sujet. Et en fait, alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais la première raison, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement durable et la RSE sont beaucoup concentrés sur les processus de production, pas tellement sur l'offre. Et je pense que l'heure est venue, en tout cas, de changer les offres de manière assez radicale. Parce que d'abord, on s'aperçoit sur beaucoup de sujets que si on change pas les offres, les modèles économiques, etc., ce qui a été dit sur la location, si on change pas les offres, on change pas grand-chose. Et si on veut faire ça, il va falloir changer d'approche. Aujourd'hui, le paradigme dominant avec lequel on regarde le développement durable, c'est une approche que je qualifierais de l'ESBAD.
D'accord ? On essaie d'être moins mauvais. Donc on va limiter les impacts négatifs, réduire les conséquences, les conséquences négatives de l'activité, donc limiter les risques, un truc très progressif, assez douloureux pour ceux qui s'y attellent. Donc on essaie de réduire les émissions de CO2, on essaie de réduire les émissions de polluants, on essaie de réduire la production de déchets. Bon, on y arrive un peu, mais c'est vraiment hyper lent, hyper progressif, etc. Et je pense que cette approche-là, je vais y revenir, on peut pas s'en passer. Donc mon point n'est pas de dire que ça c'est fini. Mais par exemple dans le textile, on a beaucoup été concentré là-dessus et on voit bien que c'est pas complètement joué encore. Il faut limiter les utilisations de pesticides liés au coton, limiter les consommations d'eau, limiter le risque de travail des enfants, limiter les produits toxiques dans le traitement, les teintures, etc. Donc il faut toujours le faire. Je vais y revenir. Mais je pense qu'il est temps de combiner cette approche-là à une approche plus positive, un peu comme dans la psychologie positive. Vous savez, le pape de la psychologie positive, Seligman, il a dit pendant en gros 8 décennies, on s'est concentré sur tous les problèmes qu'on voulait réduire ou limiter. Donc les psychopathes, les dépressions, etc. Bon, il y en a plein. Et du coup, toute la recherche se concentrait là-dessus. D'accord ? Mais au fond, si vous avez moins de psychopathes, moins de dépressifs, etc., ça ne veut pas dire que globalement, les gens sont plus heureux. Et à un moment, il a dit, en fait, il faut évidemment continuer à essayer de travailler sur les problèmes, mais il faut qu'on consacre une partie importante de nos efforts, de notre énergie, de notre cervelle, etc., et de la recherche, à qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, parce qu'au fond c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. Et ben là c'est un peu pareil, il va falloir faire les deux et combiner cette approche less bad avec une approche de type more good qui consiste à on fait pas que réduire les impacts négatifs, mais on va essayer de maximiser les impacts positifs de l'activité des entreprises ou d'un secteur. Et ça c'est vrai dans la mode comme partout. Et là le truc intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la RSE emmerde un peu les gens dans les boîtes, c'est que soudain si vous faites ça, vous êtes sur une approche beaucoup plus positive sur laquelle c'est plus facile d'embarquer les gens, parce qu'on va parler d'innovation, de nouvelles offres, de différenciation de la marque, de fierté d'appartenance si on parle de marque employeur, et d'approches plus radicales qui sont plus enthousiasmantes. Je vais vous donner des exemples que le côté incrémental, un peu painful, année après année, on va essayer de le réduire de 0,3%, je sais pas quoi. Alors, je disais, le less bad, il est incontournable parce que de toute façon, à l'heure de cash investigation, du digital, etc., le moindre truc qui est pas net dans une marque, son produit, sa chaîne en amont, ça va sortir, d'accord ? Et ça va sortir, si ça vient pas de la marque elle-même quand ça sort, ça crée plus de dégâts que si elle est capable, comme le font Veja et plein de gens qui avaient à cette tribune pendant 2 jours, de parler elle-même des points sur des dilemmes, des difficultés, qu'elle rencontre, des trucs sur lesquels aujourd'hui elle n'y arrive pas, mais elle va essayer. Mais ça, de toute façon, ce truc-là, il est parti. Si vous regardez Cash Investigation sur le coton, on voit bien que de toute façon, on peut pas, si vous sourcez en Ouzbékistan, le lendemain, vous êtes un peu mal, quand même. Si vous savez pas où vous sourcez, vous êtes mal aussi, d'ailleurs. Donc ça c'est incontournable et de toute façon il faut le faire, mais ça les entreprises dans la mode comme dans plein de secteurs le font quand même de plus en plus depuis pas mal de temps. Et les meilleurs communiquent, là il y avait un truc Patagonia que vous voyez pas du tout, mais les meilleurs arrivent à communiquer avec des cartographies interactives en ligne qui vous disent où sont produits, où sont les fournisseurs, quels sont les résultats d'audit de fournisseur par fournisseur, etc. Donc ça, et c'est déjà très loin de la majorité des pratiques, mais ce truc-là, ça devrait être le standard pour tout le monde demain, d'accord ? Et la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez vous-même un discours sur comment ça progresse, etc. Sur le more good, c'est un peu différent. On va être beaucoup plus rapidement sur comment je change l'offre. Et la question, au fond, qui se pose à chaque acteur, petite marque pionnière ou grand groupe beaucoup plus complexe, c'est en combien de temps, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur 100% de l'offre ? Parce que le standard de demain, c'est ça, ce que les anglo-saxons appellent le choice editing. Je vous ai mis un petit sondage là-haut, qui date d'il y a 2 ou 3 ans, sondage sur les leaders d'opinion européens. Les entreprises ont pour responsabilité de proposer les produits durables, entre guillemets, à la place d'eux et pas en plus des produits non durables. Ce truc-là, c'est hyper essentiel. Le standard aujourd'hui, c'est plus je lance une gamme verte en parallèle de mon offre et qui représente 1% de ce que je vends et 0,3% du chiffre d'affaires et d'autant plus que c'est vendu 50% plus cher. D'accord, et que j'ai surtout fait un communiqué de presse dessus, mais qu'en fait, si je vais en magasin, je le vois pas, etc. Le standard d'aujourd'hui et plus encore de demain matin, c'est je propose 100% d'offres responsables, quitte à combiner les labels, les labels mieux disants, les approches. Vous pouvez faire, j'en sais rien, nous on bosse, je vais prendre un exemple qui est pas textile,
avec Fleury Michon, par exemple, sur le jambon. Ça a été les premiers à lancer le jambon de Label Rouge, les premiers à lancer le jambon bio. Aujourd'hui, vous avez plus de 30% des ventes qui sont soit du Label Rouge, soit du bio, soit du bleu blanc cœur. D'accord? Ça dit pas est-ce que bleu blanc cœur est mieux que bio, qui est mieux. Bon, c'est en gros, il faut tout expérimenter et à terme espérer voir tout ça converger. Mais progressivement, l'objectif c'est de passer à 100% d'offres responsables. D'accord? Et ce truc-là, c'est déjà en train de se passer. Ça ne veut pas dire que les boîtes qui s'engagent à ça sont parfaites. Ça indique juste une tendance et qu'en tout cas, celles qui sont pas engagées dans cette démarche-là, de mon point de vue, vont avoir de sérieux problèmes. Je veux dire, même, il est complètement flou ici, mais même H&M est engagé à avoir 100% de matière première durable. Restera à voir ce que ça veut dire selon la matière première, hein, à horizon, en l'occurrence 2030 pour 100% de ces matières. Starbucks en Europe est passé à 100% de café équitable. Aujourd'hui, si vous avez ces Starbucks, que vous aimiez ou pas, on dit pas, tiens, voilà, Madame Laville, elle aime bien les trucs vaguement écolos, on va lui proposer du café équitable 40% plus cher. Si vous allez chez Starbucks, que vous sachiez ou pas ce que c'est que le commerce équitable, que ça vous plaise ou pas, que ça vous tente ou pas, tout ce que vous achetez, sans même le savoir, c'est équitable. D'accord? Et ce truc-là, c'est le standard de demain, c'est hyper important de comprendre ça. Alors, il y a des boîtes qui vont faire ça avec des labels pas très exigeants et du coup, elles risquent de se prendre des revers de bâton. Mais en tout cas, le standard, c'est combien de temps je me donne pour transformer 100% de mon offre, pour que 100% de mon offre soit mieux disante. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que du coup, on va beaucoup parler d'innovation, de différenciation de marque. Et là, par contre, c'est très facile de motiver les équipes internes. Voilà, Marks & Spencer, pareil. Hein, il y a chez Marks & Spencer depuis 10 ans un truc qui s'appelle le plan A. Avec un tagline qui dit un slogan qui dit parce qu'il n'y a pas de plan B, sous-entendu pour sauver la planète et d'ailleurs à l'époque pour sauver Marks & Spencer qui allait très mal. Et le premier objectif des 180 qui composent ce plan A, c'est faire en sorte que tous les produits Marks & Spencer, donc 100% des produits vendus, qu'on parle de textile, de bouffe ou d'autres choses, aient une garantie développement durable à horizon 2020. D'accord? 100% des produits, 50% à horizon, c'était 2015, c'était mi-parcours qu'ils ont atteint. Ils sont à 64%, je crois, aujourd'hui. C'est extrêmement important de comprendre que c'est ça le standard aujourd'hui. C'est plus, je lance une gamme verte qui se vend plus ou moins. Et on est rentré dans un moment clé qui est cette espèce de révolution de l'impact positif. Alors, faut pas être, moi j'ai tendance à voir le verre plutôt à moitié plein, mais on peut trouver plein de limites. Néanmoins, quelques indicateurs de ce changement quand même qui, de mon point de vue, est assez déterminant. Le premier indicateur, je vais vous les faire en vrac, c'est la loi Pacte de Bruno Le Maire, dans lequel, vous savez, il y a ce projet entreprise à mission. Je suis pas sûr que ce qu'il en sorte soit aussi ambitieux que ce qu'il y avait notamment dans le rapport de Nicole Notat ici. Mais néanmoins, ce truc entreprise à mission, il dit quoi? Il amène l'idée qu'on inscrit dans le code civil quand même la possibilité pour une entreprise de se consacrer à l'intérêt général. En plus d'être une entreprise privée, d'accord? En complément. Alors, il y a des gens qui sont pour, le MEDEF est contre, évidemment, mais peu importe. Le message, c'est on est arrivé à un stade de maturité sur ces sujets-là où on envisage même de mettre ça dans la loi. Reste pour éviter le mission washing, à essayer de comprendre qu'est-ce que ça va être une mission, comment on va s'assurer qu'une entreprise qui affiche un truc, elle le fait vraiment, comment elle va le mesurer, comment elle va le publier. Mais néanmoins, le seul fait que ça existe, ce débat-là, c'est hallucinamment, enfin c'est incroyable. Il y a 25 ans, je peux vous dire que c'était sûr que personne n'envisageait ça. Là, ça arrive. Autre signe des temps, premier fonds d'investissement au monde, BlackRock. En début d'année, le patron, qui est Larry Fink, que vous avez ici, a fait, traditionnellement, il fait un courrier de vœux aux entreprises dont il est actionnaire. Et cette année, sa lettre de vœux disait quoi aux entreprises? Disait aux boîtes, à terme, il vous faudra non seulement limiter vos impacts négatifs, mais avoir une contribution positive à la société et à la planète. Et si vous le faites pas, on n'investira plus dans vos entreprises. Ce message-là, venant du premier fonds d'investissement au monde, ça dit pas comment il va le faire, à quelle échéance, etc. Mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. On est quand même à une période de changement. Et encore une fois, même s'ils n'arrivent pas à le faire en vrai avant 10 ans, c'est pas très important. Le message que ça passe à des boîtes qui sont pas des boîtes militantes, hein, il n'investit pas dans Patagonia, BlackRock. C'est quand même premier actionnaire d'une entreprise sur 5 aux US. C'est juste absolument monumental. Et le fait que ce message passe, il est important. Et dernier signe des temps, pour moi, c'est nous, on est très engagés dans la certification B Corp depuis 4 ans et dans son développement en France. Le fait, donc B Corp, c'est une certification présente aujourd'hui dans 50 pays. B, ça veut dire Benefit Corporation. Donc cette idée qu'une entreprise peut être for profit, for purpose, être privée et se consacrer à l'intérêt général. Avec ce slogan, Using Business as a Force for Good, le fait que
Emmanuel Faber chez Danone disent moi à terme je veux qu'on soit Bicorp et qu'aujourd'hui un tiers de fait du chiffre d'affaires de Danone viennent d'entités qui ont été certifiées Bicorp, même chose. C'est le signe. Historiquement Bicorp c'était des gens comme Patagonia, Ben & Jerry's, etc. Donc plutôt des boîtes très militantes, d'accord. En France aujourd'hui, c'est des gens comme Veja qui sont en train de rentrer dans la démarche, Cogent, etc. Donc c'est pas des grands groupes. Mais le fait que certains grands groupes, dont Unilever d'ailleurs et Danone, disent à terme c'est ça qu'on vise, et on le vise parce qu'on sait très bien que si on n'arrive pas à faire ça, on n'existera plus. À nouveau, c'est un signe qui me paraît très important. Avec la loi Pacte, il y a cette idée que la RSE devient de plus en plus stratégique. C'est ça, au fond, le sujet dont je vous parle. Si on fait rentrer la RSE, le développement durable, appelez-le comme vous voulez, l'impact positif, dans les offres de produits et services, et dans 100% des offres, d'une part, et par ailleurs dans les positionnements de marque, on est bien sur un truc où là, il n'y a plus photo, c'est intégré au business. C'est pas à côté, dans un petit silo dont s'occupe juste le directeur développement durable. Il y avait ce sondage chez Novetic, là, il y a 2 ou 3 jours, avec la loi. Alors, je pense pas, franchement, que la loi Pacte ait révolutionné la façon dont on voit les choses, mais enfin, le sondage Novetic, il dit quoi? Il dit, mars 2018, 63% des dirigeants disent que la RSE est une opportunité économique source d'avantages concurrentiels. Donc, vous voyez qu'on bascule vers cette vision positive. Peut-être qu'il faudra encore 10 ans pour que ça arrive dans les pratiques, mais le changement, il commence dans les têtes, et ce truc-là, pour moi, c'est déterminant. Deuxièmement, ici, la RSE doit être intégrée à la stratégie et aux opérations commerciales. 70% des dirigeants. D'accord? Donc on est vraiment à un moment de bascule culturelle dans la perception, le paradigme, etc. De plus en plus d'entreprises, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, s'engagent sur des objectifs radicaux. Pensez sur la mobilité, c'est fascinant, il n'y a pas que la mode. Pensez que vous avez des villes aujourd'hui qui sont en train de bannir les bagnoles à essence des centres-villes. Vous avez des pays comme l'Inde qui se sont engagés 2030 en Inde, et 2040 en France, à ne plus vendre de bagnoles à essence ou diesel. Et vous avez des constructeurs qui commencent, Volvo le premier, avec un actionnaire chinois, ce qui est quand même pas inintéressant, qui s'est engagé à ne plus vendre de bagnoles à essence ou diesel à horizon 2019. 2019, c'est demain matin. D'accord ? Donc ça, on a ça sur plein de sujets qui sont pas que la mode, mais aussi la mode. Gardons en tête que cette innovation positive, elle est pas que pour changer les offres. Il va y avoir, et on l'a vu tout à l'heure avec la location, pas que des offres plus responsables, mais aussi d'autres façons de vendre l'usage des produits. Enfin, tous les nouveaux modèles économiques, c'est aussi de l'innovation, hein, qu'on parle d'économie de service, d'économie circulaire, d'économie du partage, d'économie inclusive ou même d'économie locale. Il y avait 1083 tout à l'heure. Moi, je pense que le local, c'est un modèle économique en soi, parce que vous pensez autrement pour maximiser l'impact local. D'accord? Quand on voit justement 1083 qui développe le kit pour faire son jean tout seul, on est bien sur d'autres modèles de business. La réparation chez Patagonia, c'est fascinant de voir à quelle vitesse ça passe d'une entreprise pionnière à une entreprise mainstream. Regardez Patagonia, le Repair, ça date de 2000, enfin commence 2011 avec n'achetez pas cette veste, puis 2013 il commence à dire Repair is the radical act, et là vous voyez H&M relook son magasin de Paris en y mettant plein d'ateliers pour réparer les fringues, les customiser, etc. C'est juste la rapidité avec laquelle ça va. C'est quand même assez phénoménal et plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre chose à avoir en tête, c'est que l'innovation, elle n'est pas que l'innovation durable ou positive, elle n'est pas que environnementale, elle est aussi sociale, sociétale. Pensez, plus gros succès en grande surface depuis des années, la marque du consommateur, d'accord, avec juste une approche, c'est du lait, c'est du yaourt, c'est du beurre, hein, y a pas... c'est pas hyper innovant en termes de produits. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont c'est construit. Le contrat entre producteurs et consommateurs pour payer un prix qui est hyper transparent pour le consommateur, hyper juste, j'allais dire équitable pour le producteur. Et ça cartonne. Et on voit la même chose, au fond, dans la mode, quand vous regardez les promos chez Maison Standard, là où les gens décident eux-mêmes de quel prix ils vont payer, parce que comme ça éduque le consommateur sur ce que paye le prix. Regardez la façon dont Honest Buy communique sur la structure de son prix, etc. La façon dont même culturellement, ce qui est un autre sujet, des marques comme John Lewis décident de plus avoir de vêtements pour les filles et pour les garçons, mais d'avoir que des lignes mixtes. Il y a, enfin, les sujets sur lesquels potentiellement les marques de mode peuvent prendre la parole et transformer les offres et transformer la culture au fond.
c'est mon point d'après, le changement, il est évidemment aussi culturel, a fortiori sur un marché comme la mode qui est pas très loin de la culture et de ce qu'on a dans la tête. Donc c'est la réparation chez Patagonia, le kit 0 km chez 1083, le diète, la diète de collection nouvelle chez Honest Buy, hein, qu'ils ont annoncé en février dernier, c'est de février à octobre, je crois, 9 mois pendant lesquels ils disent on va rien lancer de nouveau pour voir ce que ça fait. C'est évidemment c'est une expérimentation, c'est pas, mais c'est juste, et si on essayait de s'abstraire de l'espèce de frénésie de renouvellement des collections, ça donnerait quoi? Le manifeste pour une mode plus calme ici de Loom. Et puis d'autres approches, quand vous voyez comment Uniqlo s'implante aujourd'hui dans les grandes villes en disant on va pas ouvrir un flagship, on va aller travailler uniquement avec des magasins indépendants pour soutenir le commerce indépendant dans les villes où on arrive. Il y a plein d'approches différentes qui sont aussi vraiment qui changent la culture dans les entreprises. Et la bonne nouvelle, ça va être mon dernier point, la bonne nouvelle pour les marques qui décident de mettre cet impact positif, je dis pas que c'est facile, je dis que ça vaut le coup. Et la bonne nouvelle, évidemment, pour les marques qui décident de mettre cet impact positif au cœur de leur raison d'être, de leur mission, comme on dirait dans la loi Pacte, et de leur stratégie d'innovation, du renouvellement de leur offre, c'est que là, on a fait une petite étude, nous, qui s'appelle l'Observatoire des marques positives, qu'on a sorti il y a un mois, qui montre quoi? Qui montre que quand ce qu'on appelle, nous, la positivité, on va faire court, est perçue par les consommateurs, d'accord? C'est une étude France. L'intention d'achat, elle est en moyenne multipliée par 2,4. D'accord? Donc, en moyenne, multiplié par 2,4. Et après, vous avez des focus par secteur. Et dans la mode, c'est x4. D'accord? Donc, c'est juste colossal. Après, ça veut dire qu'il faut le faire et qu'il faut le faire savoir. Parce que ça va être un sujet. Nous, on bosse pas mal avec certains clients là-dessus. C'est une fois que vous le faites, on travaille avec Petit Bateau, par exemple. Petit Bateau et Ecotex sur le quasiment, que je crois, 85% de ce qu'ils vendent. Ben, moi, je le savais pas avant de commencer à bosser avec eux. Je disais quand même couillon. C'est quand même dommage. Donc il y a aussi le faire savoir et le fait de le dire. C'est aussi une façon d'entraîner les concurrents, une façon de partager des choses avec les clientes qui, du coup, nous on a bossé avec Cogent beaucoup pendant des années. Cogent, il faisait plein de trucs, il le disait pas. Alors les clients, ils recevaient des courriers qui disaient bah alors je comprends pas, vous faites pas de bio. Ah bah si en fait on en fait mais on ne dit pas. Ah, vous faites pas de local. Bah si en fait on en fait mais on ne dit pas. Bon, maintenant ils le disent un peu plus. Faut trouver une façon de le dire qui correspond à la marque, qui fait pas trop arrogant, etc. Mais il y a aussi cette dimension-là parce que sinon vos clients ne savent pas. Voilà. Et en conclusion, comme j'ai dit que j'aimais bien les citations, 2 petites citations à nouveau du même monsieur. Mais qui s'applique bien à ce sujet-là, je trouve. La première, c'est un optimiste voit les opportunités dans les difficultés, un pessimiste voit les difficultés dans les opportunités. Et clairement, sur ces sujets développement durable, vous pouvez choisir de voir ça que comme des emmerdes. Et si vous voyez ça que comme des emmerdes, malheureusement, vous avez sans doute raison. Parce que on sait en plus que la façon de voir les choses détermine considérablement ce qui va se passer. Donc du coup, voilà, si vous voyez ça que comme des contraintes et des emmerdes, c'est ça qui va se passer. En revanche, si vous voyez ça que comme des opportunités de faire les choses autrement, d'innover, de créer une autre relation avec les consommateurs, avec les détaillants, etc. C'est aussi et avec d'ailleurs une autre fierté d'appartenance en interne. C'est aussi ça qui risque de se passer. Et la deuxième citation du même Churchill, elle est un peu plus cash, mais à mon avis, elle est juste aussi. Faut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Ça dit assez, je pense, que, en gros, le mouvement, je disais, les choses bougent très vite. On l'a vu sur la mobilité, les bagnoles électriques, on le voit sur la mode. Il y a quelques secteurs où on le voit vraiment bouger rapidement. Et évidemment, la question qui se pose, notamment pour les gros, les petits, il faut y aller tout de suite, c'est sûr, parce que c'est un super sujet de différenciation, c'est une façon d'anticiper la suite, etc. Et c'est plus facile pour un petit de changer ses pratiques que pour un gros. En revanche, la question qui se pose, évidemment, c'est si vous y allez trop tard, eh ben, ça peut être vraiment, vraiment trop tard. Le jeu, si vous y allez le jour où tout le monde y va, et c'est plus différenciant, voire le jour où il y a une réglementation, c'est carrément casse-bonbon, et vous n'en retirerez pas des avantages de marque. Moi, je crois qu'il y a énormément, c'est ce qu'on a montré avec l'étude, là, d'avantages de marque à prendre. Voilà, merci beaucoup.